Обнажите головы перед гробом великого вождя рабочего класса. То, что было смертного в Ленине, умерло, но дело и заветы его пребудут вечно. La traduction, Nicolas Werth. Découvrez-vous devant le cercueil du grand guide de la classe ouvrière ce qu'il y avait de mortel en Lénine est mort, mais son héritage et son testament vivront dans l'éternité. Alors bonsoir Nicolas Werth, ça ce sont la mémoire. Novembre 1917, les bolcheviks décident de renverser le gouvernement provisoire de Kerensky, issu de la révolution de février. Selon un plan élaboré par Trotsky, les gardes rouges s'emparent des points clés de Petrograd et prennent d'assaut le palais d'hiver. Le Congrès des soviets proclame la République soviétique russe sous la direction du Conseil des commissaires du peuple, présidé par Lénine. Tout de suite, les premières mesures sont prises. Un décret sur la paix invite les nations belligérantes à entamer les négociations d'une juste paix. Un décret sur la terre abolit la propriété foncière en expropriant les grands domaines et l'église pour les remettre aux soviets de paysans. Le 14 décembre, le gouvernement signe le décret sur la nationalisation des entreprises. Le gouvernement provisoire, où ne siègent que des bolcheviks, se met au travail. Très minoritaire à l'Assemblée constituante élue en décembre, les bolcheviks décident de la dissoudre en janvier. Le prolétariat, dit Lénine, doit d'abord renverser la bourgeoisie pour s'emparer du pouvoir. Voilà la dictature du prolétariat. Власть помещиков и капиталистов, сломленная в России, будет побеждена во всем мире. Des négociations s'engagent en vue d'une paix séparée avec l'Allemagne. Le traité de Brest-Litovsk est signé le 3 mars 1918. Les conditions imposées au nouveau pouvoir sont draconiennes. Les bolcheviks doivent abandonner un quart du territoire. Mais déjà, la guerre civile commence. Les troupes anglaises, américaines, japonaises débarquent en avril à Vladivostok. Elles viennent prêter main forte aux armées blanches qui se constituent avec Denikin sur le don ou Koltchak au sud. En mai 18, la Légion tchèque progresse le long de la ligne du Transsibérien et achève l'encerclement de la Russie. Сын трудового народа, гражданин Советской Республики, принимая на себя звание воина, рабочей и крестьянской армии, перед лицом трудящихся классов России и всего мира, аллилуйя! Блеснули клинки, мы грянули, ура! И против... Devant la menace, Trotsky, commissaire à la guerre, organise en quelques semaines l'armée rouge. Des centaines de milliers de paysans s'engagent. Grâce à une discipline rigoureuse et à l'embrigadement de milliers d'officiers tsaristes, l'armée rouge résiste et remporte ses premières victoires. Les bolcheviks ne contrôlent plus la Volga ni l'Ukraine, grenier à blé de la Russie.
Les voies de communication sont détruites. Le ravitaillement n'arrive plus. La pénurie s'installe. Devant cette situation catastrophique, les bolcheviks prennent des mesures autoritaires qui renforcent partout le contrôle de l'État sur l'économie. C'est le communisme de guerre. Les entreprises sont nationalisées. Dans les campagnes, on décide de réquisitionner les surplus agricoles. Cette mesure inefficace dresse les paysans contre le pouvoir. Le marché noir se développe. Le gouvernement instaure les samedis communistes, le travail volontaire les jours de congé. Le volontariat devient vite obligatoire. Les bolcheviks veulent même militariser en partie l'économie, faire fonctionner les usines comme l'armée. L'opposition anti-bolchevique se réorganise sous le commandement de l'amiral Koltchak. L'année 1919 est décisive. Les Blancs lancent 3 offensives contre le pouvoir rouge qui tient le centre de la Russie. En mars, Koltchak avance sur la Volga. D'Ukraine, le général Denikin lance en juin 19 ses 150 000 hommes vers Moscou. La patrie socialiste est déclarée en danger. Товарищи красноармейцы, капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они помогают деньгами и военными припасами русским помещикам, которые ведут против советской власти войска из Сибири, Дона, Северного Кавказа, желая восстановить власть царя, власть помещиков, власть капиталистов. Нет, этому не бывать. Красная армия непобедима. À Moscou, Lénine galvanise ses auditoires, tandis que les bolcheviks développent la propagande. Au nord, Yudenich, équipé de chars britanniques, fonce sur Petrograd. Trotsky organise la défense de la ville. À la fin de 1919, l'armée rouge triomphe sur tous les fronts. Pour le 2e anniversaire de la Révolution, Trotsky, qui fête ses 40 ans, peut annoncer la victoire proche. Sur la place rouge, Lénine peut sourire parmi les siens. La révolution est sauvée. Seules les forces de Vrongel continuent pendant quelques mois une lutte sans espoir en Crimée. La chevauchée fantastique de la cavalerie rouge de Frunze balaie les dernières résistances.
Les restes de l'armée de Wrangel rembarquent, la guerre civile est terminée, l'intervention étrangère également, les bolcheviks ont gagné. À quel prix ? Une épouvantable famine fait 5 millions de victimes en quelques mois. Les bolcheviks, acculés, acceptent l'aide étrangère, américaine en particulier. Après 7 années de guerre, tout est à reconstruire. Au 10e congrès du parti en mars 21, Lénine impose le passage à une nouvelle politique économique, la NEP. Il faut, plaide-t-il, instaurer une pause. Les mesures décidées entraînent la reprise du marché et permettent une certaine liberté du commerce. Les relations marchandes se développent, le rôle de la monnaie est reconnu, une vie normale reprend dans les villes, à Moscou en particulier. Dans les campagnes, on abandonne les réquisitions. Les paysans, une fois payé l'impôt, peuvent disposer des surplus. Le socialisme, répète Lénine, c'est les soviets plus l'électricité. Un immense plan d'électrification est mis en chantier. Dans l'industrie, on dessert la vis, la production repart, la NEP porte ses fruits. Alors Nicolas Werth, on vient de voir des images. La révolution d'octobre est peu sanglante. À Petrograd, on enterre en grande pompe les 6 victimes de l'insurrection. Très vite pourtant, la presse qualifiée de bourgeoise est interdite. Les partis socialistes non bolcheviques sont écartés. En décembre 17 est créée la Tchéka, chargée de combattre la contre-révolution, la spéculation et le sabotage. La Tchéka suit le gouvernement à Moscou et s'installe place de la Loubianka. C'est Félix Dzerzhinsky qui prend la direction de la Tchéka, un fou qui est un vil qui nous matera cette racaille contre-révolutionnaire, dit de lui Lénine. Les anarchistes sont les premières victimes de la répression. Après la revendication par la fédération anarchiste de plusieurs attentats, la Tchéka liquide les groupes libertaires de Moscou et de Petrograd. Le 17 juillet, dans l'Oural, le tsar et sa famille sont fusillés à l'initiative d'un soviet local. Dzerzhinsky déclare « La Tchéka doit défendre la révolution, même s'il arrive que des épées tombent sur des têtes innocentes. » En juin 1918, le dirigeant bolchevique Volodarsky est assassiné à Petrograd. Les socialistes révolutionnaires reviennent à la tradition terroriste de leur parti.
Une tentative de coup d'État échoue à Moscou. C'est l'occasion pour les bolcheviks de se débarrasser des SR. Le 30 août 18, Lénine est grièvement blessé lors d'un attentat. Le même jour, Ouritsky, chef de la Tchéka de Petrograd, est assassiné. Quelques jours plus tard, Lénine se fait filmer pendant qu'une véritable terreur rouge se déclenche. Le gouvernement bolchevique déclare qu'il est absolument vital de renforcer la Tchéka, d'isoler les ennemis de classe dans des camps de concentration, de fusiller sur le champ toute personne impliquée dans des complots ou des insurrections. Les victimes se comptent par milliers. Les marins de Kronstadt, héros de la révolution d'octobre, ne sont pas des contre-révolutionnaires. Mais en mars 21, ils s'insurgent contre le pouvoir bolchevique, réclament des élections libres, la libération des prisonniers politiques, la liberté de la presse. Leur révolte sera matée dans le sang. En février 1922, la Tchéka est rebaptisée GPU. La police politique est devenue une machine répressive apte à mater tous ceux qui s'opposent au régime. En juin 22, pour l'ouverture du procès des socialistes révolutionnaires accusés de l'assassinat de Volodarsky, les bolcheviks organisent des manifestations populaires pour soutenir la justice prolétarienne. Officiellement, c'est le premier procès politique. Devant l'émotion internationale, les condamnations à mort sont suspendues. Déjà, le système concentrationnaire soviétique se développe. En 1922, s'ouvre le camp de l'île de Solovki. On compte dans les camps plusieurs dizaines de milliers de prisonniers politiques. Alors, Nicolas, des prétendants. En mai 1922, Lénine est victime d'une première attaque cérébrale. Immobilisé par la maladie, il envoie un message au premier congrès des soviets de l'URSS. « Nous avons vaincu la famine de l'an dernier. » Le Congrès des soviets approuve le traité d'union entre la Russie, l'Ukraine et la Biélorussie. C'est la fondation de l'URSS. Depuis mars 1922, Staline est secrétaire général du parti. Appuyé par Kamenev et Zinoviev, il s'oppose à Trotsky. Et sur sa droite, Abou-Karim et Harikov. Le
Le 7 mars 1923, une dernière attaque prive définitivement Lénine de l'usage de la parole. Il meurt le 21 janvier 1924. Tous les leaders sont là, prêts pour la succession, sauf Trotsky, absent de Moscou, qui depuis quelques mois menait campagne contre la dictature de l'appareil en réclamant un cours nouveau, plus démocratique. Staline assume le rôle principal dans l'organisation des funérailles. Lénine avait laissé des notes manuscrites, rédigées un an auparavant. Dans ce qu'on appela improprement son testament, le leader bolchevique examinait les mérites et défauts de chacun. Boukharine, le théoricien le plus éminent. Piatakov, aux capacités remarquables. Trotsky était sans doute le plus capable du comité, mais doté d'une assurance excessive. Quant à Staline, jugé trop brutal, Lénine proposait de le démettre de son poste. À la mort de Lénine, les affaires du parti sont dirigées par une troïka composée de Staline, Kamenev et Zinoviev. En mai 1924, le 13e congrès affiche une unanimité de façade. Pour ne pas troubler les délégués, on leur cache le testament de Lénine. Mais dès le lendemain du congrès, la troïka Staline, Kamenev, Zinoviev se fissure. Au 14e congrès, Kamenev dénonce la gestion dictatoriale de Staline et déclare « Nous sommes contre l'idée d'un leader ». La rupture de la Troïka entraîne la formation d'une nouvelle opposition qui rassemble Kamenev, Zinoviev et Trotsky. Ils dénoncent la révolution trahie et prônent un changement politique. Mais déjà, ils ne sont plus qu'une minorité dans un parti passé sous le contrôle absolu de Staline. En octobre 1926, Trotsky, Zinoviev et Kamenev sont exclus du bureau politique, puis l'année suivante, du parti. En janvier 1928, Trotsky est exilé de force à Alma-Ata. Staline reste le seul maître. Après avoir écrasé ses opposants de gauche, il peut à présent s'attaquer à ses alliés de droite. Boukharine, le comparant à Gengis Khan, prédit « Il nous tuera tous, il ne connaît que la vengeance ». Alors Nicolas Werth, la question inédite, des images extrêmement lyriques qui s'appellent 3 chants pour Lénine. Ces images ne se passent de commentaires parce qu'elles sont extrêmement enlevées. Et puis ça commence par des images où on voit que la construction du mausolée, où on fait sauter à la dynamite la terre gelée sur la place rouge, et pour la construction du mausolée de Lénine.
Alors, Nicolas Vert.